Il pleuvait lorsqu'il tenait le corps sans vie de sa fille dans ses bras. Son sang trempait le sol sous leurs pieds. Il murmura des excuses. Il l'avait tuée. Pas une seule fois. Mais 99 fois. Dans toutes ses tentatives, il n'a pas réussi à la protéger. Il ne lui restait plus qu'une seule chance. Des larmes mêlées à la pluie coulaient sur son visage, mais sa voix était ferme. Cette fois, il a juré qu'il n'échouerait pas. Il se réveilla en sursaut dans son lit, le visage ruisselant de sueur. Son corps tremblait, le cauchemar persistant. La télévision brillait dans un coin, diffusant le chaos, des présentateurs de journaux télévisés hurlant, des images d'émeutes et de monstres mangeurs de chair. Le monde s'est effondré en un instant. Une voix douce rompit le silence. « Papa, qu'est-ce que tu regardes ?» Sa fille d'amie se tenait sur le seuil, vêtue d'un t-shirt emplé d'un short. Elle était en vie, pour l'instant. Il devait survivre. Mais dans le passé, elle était morte dans ses bras, ensanglantée, brisée. Il a crié son nom, la suppliant de ne pas le laisser derrière elle. Ce monde était l'enfer même. Pour un vieil homme et une jeune fille, la survie était presque impossible. Finalement, ils sont tous les deux morts. Leur lutte était terminée. Tout était terminé. Mais au moment de la mort, une autre chance lui a été accordée. Un être rayonnant apparut devant lui, radieux, divin. Sans mots, elle lui offrit quelque chose d'impossible. Une réinitialisation. Il ouvrit les yeux, le souffle coupé. « Je suis de retour », murmura-t-il. Et puis il remarqua le nombre lumineux au-dessus de sa tête. Surpris, il courut vers le miroir. Ce numéro, sur ma tête ? Un poing serré. Quelqu'un a frappé à la porte. Dami. Ryu Dami. Ouvre la porte maintenant. Sa fille a appelé derrière la porte, frustrée et confuse. C'est le milieu de la nuit. Qu'est-ce qu'il y a ? Il l'a pris dans ses bras, le soulagement se répandant dans son corps. Tu es vivant, tu es vraiment vivant. Surprise, elle le fixa du regard. Que se passe-t-il ? Pas de question, suis-moi, dit-il en lui prenant la main. Ils se sont précipités dehors. Il lui a crié. Si nous ne nous dépêchons pas, nous allons M. Avant qu'il puisse terminer, un monstre grotesque apparut dans l'ombre et le déchira. Il est mort à nouveau. Et je me suis réveillé une fois de plus. Je suis de retour ? Dit-il à bout de souffle. Puis il leva les yeux. Le nombre a baissé. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé. Le chiffre brillant était celui de ses vies restantes. À chaque fois qu'il mourait, cela diminuait. Ce n'était pas seulement un compte à rebours. C'était le nombre de chances qu'il lui restait pour sauver Dami. Il en restait 98. Et il a juré qu'il utiliserait chacun d'entre eux s'il le fallait. Il avait fait tout son possible pour la sauver. Même si cela signifiait abandonner son humanité. Il a combattu, tué et saigné dans un monde envahi par la mort. Tout pour elle. Mais à la fin, il a toujours échoué. À maintes reprises, elle finissait par être encerclée, impuissante, terrifiée, puis disparue. Finalement, il a réalisé quelque chose. Peu importe le nombre de zombies qu'il a massacrés ou la distance qu'il a parcourue. Même s'il avait 100 vies ou 1000 tentatives. Ce n'était jamais suffisant. Parce qu'il n'était pas assez fort. Parce que peu importe ce qu'il a fait. Un père faible comme lui ne pouvait que conduire sa fille à la mort. Il s'est réveillé à nouveau. Les yeux écarquillés. Une seule larme coula sur sa joue. Dans la pièce voisine, elle s'agita. Hein ? Elle entra dans le couloir en se frottant les yeux. Papa, c'est quoi ce soupir ? Pourquoi es-tu debout si tard ? Il se tourna vers elle. Ses yeux tremblaient. Elle avait l'air confuse. Papa ? Il se précipita vers elle et la serra fort dans ses bras. Des larmes lui montèrent aux yeux. Il lui chuchota à l'oreille. Je te le promets. Même s'il a échoué 100 fois. Ou 1000. Même si cela prenait des millions ou des milliards de vies. Il survivrait. Il la sauverait. Fais confiance à ton père, d'accord chérie ? Papa, murmura-t-elle. Le mot « Dajon » résonnait dans son esprit. Après 99 tentatives. Il l'avait finalement trouvé. L'abri parfait.
Des soldats gardaient la base militaire. Les médecins de l'hôpital universitaire voisin ont pris en charge les survivants. L'ordre avait été préservé. C'était sûr. C'était structuré. C'était à la maison. Vraiment? C'était l'endroit parfait. Et cette fois, il allait faire en sorte que ça compte. Il s'était construit une vie là-bas, dans un abri parfait. Un havre de paix dans un monde devenu fou. C'était le dernier et le seul endroit qu'il pouvait appeler chez lui. Il devait être prudent, cette seconde chance était un miracle et la gâcher n'était pas une option. Maintenant, il en était certain, cet endroit était sûr. S'ils parvenaient à y parvenir vivants, ce pourrait être leur destination finale. Assis dans un fauteuil roulant, il a déposé un bouquet à côté de lui. Il murmura doucement à la tombe, « Attends-moi. Papa viendra bientôt te chercher. » Et puis, il a appuyé sur la gâchette. Plus tard, l'homme et sa fille sont arrivés au refuge. Soulagé, il expira. Mais la paix n'a pas duré. Un souvenir lui revint en mémoire, juste avant d'arriver à Dajon, Dami était morte. À cause de lui. À cause de son erreur. Il avait passé 40 ans à perfectionner chaque itinéraire, chaque scénario, juste pour la maintenir en vie jusqu'à la toute fin. Cette fois, il jura qu'il ne ferait aucune erreur. Mais alors? Un essaim massif de zombies s'est apparu. Quelque chose avait changé. Une variable dont il n'avait jamais tenu compte au cours de dizaines de milliers de répétitions. Et à ce moment-là, il s'est figé. Cela n'était jamais arrivé. Pas une seule fois au cours des 99 dernières tentatives. Il n'y a jamais eu de zombies à la porte. C'était la seule condition qui était restée absolue. Et maintenant, c'était cassé. Dami a crié son nom. Le chaos a éclaté. Elle a été retirée. Séparée. Enfermée derrière une porte alors que les morts-vivants grouillaient. Elle a crié après son père. On a frappé à la porte. Je l'ai supplié de se dépêcher. Mais la porte ne s'est pas ouverte. Des zombies ont fait irruption dans la pièce. Il a été déchiré à nouveau. Il connaissait cette douleur. L'agonie brûlante de la mort. La douleur de perdre un enfant. L'impuissance de la regarder mourir. C'était comme si on lui avait arraché les tripes. Et cela s'était déjà produit 99 fois. Mais maintenant, il y était habitué. Il se souvenait du jour où elle était née, minuscule, en pleurs, enveloppée dans une couverture jaune. Ses yeux rencontrèrent les siens pour la première fois, et à ce moment-là, il lui fit une promesse silencieuse. Alors, il sourit. Il la serra contre lui, l'embrassa sur le front et jura qu'il la protégerait quoi qu'il arrive. Ne pleure pas, mon enfant. Mais maintenant, elle était de l'autre côté d'une porte. Hurlement. Terrifié. Entouré. Il ne pouvait rien faire. Et tandis que l'obscurité s'installait, la douleur envahit à nouveau son corps. Est-ce que ça finit comme ça? Est-ce que je vais mourir pour toujours maintenant? Même à travers le sang et l'agonie, le souvenir de son sourire lui donnait de la force. Non. Il serra les poings. Qu'il ait fallu une centaine ou un millier de vies. Il ne se souciait pas de mourir. Encore et encore, il pouvait supporter la douleur. Mais, si ma fille est encore en vie, alors je ne peux pas abandonner. Avec une explosion de rage et d'énergie, il déchira la foule de morts-vivants. Son cri secoua l'air. Des dizaines de zombies se sont jetés sur lui et il les a mis en pièces. Son corps lui faisait mal, sa vision était floue, mais rien ne pouvait l'arrêter. Un zombie trébucha, confus. Puis il disparut, jeté de côté par la force pure. Il était maintenant en plein déchaînement. Les zombies ont été pulvérisés, leurs corps jetés comme des poupées de chiffon. Crocs brisés. L'un après l'autre, ils tombèrent. Sa fureur ne connaissait pas de fin. Une bête géante se jeta sur lui avec un grognement guttural. Mais il a été coupé en un instant. Son élan ne s'est pas arrêté. Il sauta très haut, au-dessus des murs, le sang jaillissant de ses poings et de son corps. Dans une chute fracassante, il s'écrasa au milieu de l'essaim, déchirant la terre sous lui. Les zombies n'ont pas pu suivre. Ils sont tombés en masse. Et pourtant, d'autres sont venus. Un raz-de-marée de morts-vivants rugit vers lui. Pourtant, il se tenait debout. Des blessures couvraient son corps, mais il n'est pas tombé. Muscles tendus, yeux perçants.
Il rugit plus fort. C'était son 100e échec. Et pourtant, alors que la lumière bleue revenait, on lui a donné une autre chance. De retour à la porte, Dami ouvrit les yeux. Elle se tenait à nouveau chez elle, en sécurité. Une autre vie avait commencé. Une autre chance. On lui avait donné. Dami regarda avec stupeur. Devant elle se tenait une version ensanglantée et monstrueuse de son père. Ses muscles se tordaient. Son corps était déchiré. Mais ses yeux, ils étaient toujours à lui. Ne t'inquiète pas, Dami, dit-il. Même si je ne suis plus humain, je te protégerai jusqu'à la fin. Il sourit doucement. Le même sourire qu'il lui adressait autrefois lorsqu'elle était enfant. Pas une trace de peur dans sa voix, seulement de la chaleur. Sa peau scintillait d'une lumière surnaturelle. La lueur de quelque chose qui n'est plus lié par la chair. Il avait déjà franchi la ligne. Toujours souriant, il la regarda et demanda. « Est-ce que ça va, ma chérie ?» Elle s'est figée. Pas par peur, mais l'incrédulité. Puis elle a dit. « Papa ressuscité. » Sous le ciel éclairé par la lune du quartier dévasté de Mapo à Séoul, une ville en ruine dort péniblement. Un projecteur perce l'obscurité, illuminant la marque toujours debout, dernier refuge d'ordre dans le chaos. À l'intérieur, un soldat jure. « Putain, c'est quoi ça ?» Il regarde avec incrédulité un homme marchant calmement vers l'entrée gardée d'Amart, tenant une fille par la main. Un soldat s'avance, son arme prête. « Qui es-tu ? Comment fais-tu pour être encore en vie avec des zombies partout ?» Mais l'homme ne bronche pas. Il lève simplement la tête et dit avec un calme troublant. « Et ?» Le soldat grogne, « Parle plus fort, ou je te fais un trou dans la tête. » Avant que la situation ne dégénère, la tension est dissipée par l'intervention d'une femme. Elle respire la puissance et l'assurance, c'est le capitaine Chayeri, ancien commandant des forces spéciales d'élite. Elle l'interrompt froidement, lui disant de se perdre. Ce supermarché n'est pas un camp de réfugiés. Il protège les survivants, sans ajouter de responsabilité. Mais l'homme ne recule pas. Sa voix tremble, non pas de peur, mais de désespoir. Ma fille souffre d'une forte fièvre. Son asthme s'est aggravé. Aidez-nous. La fille à côté de lui tousse en se tenant la poitrine. Devant cette supplication, même Yeri, connu pour son cœur inébranlable, hésite. Son masque de glace se fissure. Mais les autres soldats ricanent, se moquant de son attrait émotionnel. Il tombe à genoux, les suppliant d'au moins accueillir Dami, même s'il doit rester dehors dans le froid. S'il vous plaît, sauvez ma fille. Chayeri détourne le regard pour cacher ses yeux qui pleurent. Et puis, laissez-les entrer. Les portes s'ouvrent en grinçant. Mais elle précise rapidement. Ne vous méprenez pas. Nous avons juste besoin de main-d'œuvre pour surveiller cet endroit. Elle ajoute ensuite froidement, essuie-toi d'abord le nez. L'homme ne dit rien. Il hoche simplement la tête, serrant toujours Dami contre lui pour la protéger. La narration s'interrompt. Vous êtes toujours le même, capitaine Chayeri. C'était une soldate à la retraite qui a dirigé les survivants et défendu le supermarché du district de Mapo. Froid comme la glace, et pourtant, toujours affecté par la douleur d'un parent. Plus tard, Dami s'effondre soudainement. Son corps tremble. Tu te moques de moi, grogne un soldat. Mais l'homme la soutient rapidement, le visage sombre. L'état mental de Dami se détériore plus rapidement que d'habitude. Elle a besoin de repos, immédiatement. Ou les choses deviendront dangereuses. Tout cela à cause de deux variables inattendues. Soudain, le monde change. Un flashback surgit. L'incident. C'est arrivé il y a une semaine. Cris. Sang. Chaos. De retour au présent, l'homme se serre la poitrine. Même moi, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Il se souvient clairement. Il a été mordu. Par un zombie. Et pourtant, il ne s'est pas retourné. Au lieu de cela, il a changé. Ce corps ne me semble plus être le mien. Serait-ce que je sois devenu un zombie? La scène s'ouvre dans le chaos. Des zombies nous ont attaqués. Les soldats tirent sans relâche tandis que des hordes chargent. L'électricité crépite dans l'air tandis que le capitaine utilise ses pouvoirs pour attirer les morts vivants dans un bâtiment voisin, se sacrifiant comme appât.
Puis, d'un geste calculé, il fait exploser des explosifs cachés à l'avance. Une explosion fulgurante engloutit tout. Chaque zombie est réduit en cendres. Les soldats regardent, stupéfaits. 12 zombies, écrasés d'un seul coup. Ce fils de pute. Au milieu de la destruction, un soldat murmure qu'ils ont eu de la chance. Mais soudain, ils se figent. Quelqu'un les regarde. De l'ombre, une silhouette monstrueuse émerge, imposante et grotesque. C'est quoi ce regard? Plaisante un soldat pour tenter d'apaiser la tension. Tu ne penses pas sérieusement que les zombies peuvent grandir, n'est-ce pas? Mais lorsque le mutant géant apparaît, les yeux rouges et les dents découvertes, la réalité devient terrifiante. Il pousse un cri à glacer le sang. Le soldat ne peut que marmonner, hein? Puis, telle une force de la nature, le monstre charge en avant, écrasant le sol. Un autre soldat sprint, mais trop tard, la bête s'écrase sur le champ de bataille. Des zombies? La panique éclate alors qu'une nouvelle vague de morts vivants envahit le pays. À toutes les unités, ouvrez le feu. Des coups de feu illuminent la nuit tandis que les soldats font pleuvoir leurs balles sur l'ennemi. Mais en vain, le zombie massif ne bronche pas. Il rugit, secouant l'air de fureur. Le champ de bataille est baigné de rouge alors qu'il saute dans la formation, déchirant les hommes avec une rage monstrueuse. Des cris remplissent l'air. Une soldate tire une camarade hors de danger. Reprenez-vous. Vous voulez mourir? Oh oui. Elle se concentre, les dents serrées. Ce n'est pas comme il y a 3 jours, ce n'est pas un zombie ordinaire. La retraite devient la seule option. Courez vers le Mart. Dami et son père sprintent à travers le chaos. Tais-toi. Et cours. Leurs regards se croisent. Dans le sien, la promesse de protection. Dans le sien, la peur de la perte. Le plan change. Nous allons l'attirer vers la barricade à l'extérieur du marché. Ce mur, même cette bête ne peut pas le briser instantanément. Pendant qu'il est piégé, ils frapperont. Mais alors sa voix murmure avec effroi. Attendez. Ses yeux scrutent les rues. Pourquoi, y a-t-il encore des gens dehors? Les rues étaient calmes sous le clair de lune, mais la tension était insupportable. La voix de la femme soldat tremblait d'incrédulité. Au premier étage, répéta-t-elle, son esprit s'emballant. Derrière elle, des civils paniqués se rassemblaient. Un homme tenant sa fille dans ses bras criait désespérément. Ils auraient déjà dû évacuer. Sans perdre une seconde de plus, le soldat se retourna brusquement, ses bottes frappant le sol. Bon sang, jura-t-elle, avec fureur et urgence dans la voix. Je vais le distraire. Vous 3, entrez. Mais au moment où elle s'apprêtait à bouger, elle remarqua une petite fille debout, seule. Pourquoi es-tu seule? Demanda-t-elle sévèrement. La fille ne répondit pas. Elle murmura simplement. Ton papa? Le soldat s'est figé. Ne me dis pas? Halta-t-elle. Ton père s'est enfui et t'a abandonné. La fille désigna silencieusement l'entrée. Là. Le souffle de la soldate se bloqua. Son instinct la harcelait. Un mouvement flou, puis le chaos a éclaté. Une silhouette monstrueuse s'élança. Le soldat ouvrit le feu sans hésiter, mais ce ne fut pas suffisant. Dans un fracas nauséabond, elle fut projetée dans les airs. Le sol était maculé de sang sous ses pieds. Toujours consciente, elle leva les yeux vers le ciel et murmura. Ouf. Le monstre avança, mais avant qu'il ne puisse frapper à nouveau. Fissure. Une force soudaine anéantit la créature. La chair explosa, les os se brisèrent, et un homme se tint là où se trouvait le monstre. Ses mains étaient ensanglantées. Ses yeux brillaient d'un rouge intense. Ryu Minsok était arrivé. La foule regardait dans un silence stupéfait. Je suis désolé, murmura le soldat en luttant pour se lever. Papa n'a pas pu tenir la promesse que je t'avais faite, Dami. Parce que j'avais trop peur de te voir souffrir. Elle serra les dents et se tourna vers lui. Toi, qui es-tu exactement? Il leva les yeux avec des yeux calmes et indéchiffrables. Ryu Minsok, répondit-il. Le père de Dami. Des halètements éclatèrent derrière eux. La voix de Dami résonna. Non, papa. Si tu te révèles maintenant, tu seras en danger. Mais Minsok ajusta simplement ses lunettes de soleil avec un léger sourire. Expert, dit-il simplement.
Expert, répéta le soldat, confus. Minsoc fit un geste vers le champ de bataille derrière lui. Depuis le début de l'épidémie, je les étudie. Je suis ravi d'avoir pu être utile aujourd'hui. Malgré ses soupçons antérieurs, le soldat acquiesça finalement. Je vois. Mais elle ne pouvait ignorer le malaise qui grandissait en elle. Tu as vaincu un monstre à main nue. Dit-elle lentement. Et ses yeux rouges, tout comme eux. Elle rétrécit son regard. Réponds-moi. Demanda-t-elle. Es-tu seulement humain? Alors que la poussière retombe après le chaos, une voix aiguë rompt le silence. Expert en zombies, se moque la femme en s'avançant avec un regard suffisamment perçant pour trancher l'acier. Elle confronte directement l'homme. Et? Tu te moques de moi? Ses yeux se rétrécissent, se concentrant sur l'homme étrange qui vient d'abattre un zombie monstrueux à main nue. Tu as vaincu un monstre qui encaisse les balles, à main nue, insiste-t-elle, peinant à comprendre ce dont elle a été témoin. Ses yeux dérivent vers ses pupilles rouges inhumaines, étranges. Et ses yeux rouges sont exactement comme eux, ajoute-t-elle avec une pointe de suspicion. Réponds-moi, exige-t-elle, campant sur ses positions. Es-tu seulement humain? L'homme n'hésite pas. Non, répond-il clairement. Avant que la tension n'explose davantage, il propose une explication. Les coups de feu ont eu un effet. Il était déjà affaibli par les balles, alors j'ai porté le coup fatal. Essayant de donner un sens à la situation, il continue. Le « mangeur » est une créature issue de la fusion de deux zombies. Il possède une force incroyable et des capacités de régénération exceptionnelles. Mais même elle a une faiblesse, dit-il en montrant la mâchoire de la bête tombée. Dans ce cas, c'était sa mâchoire. Si on la frappait assez fort avec un marteau en acier, peut-être. Toujours sceptique, la femme s'interroge à nouveau. Et tes yeux? J'ai une maladie génétique. Je manque de mélanine, explique-t-il calmement. C'est pour ça que je me couvre les yeux. Ce genre de regard me met mal à l'aise. La femme l'examine, incertaine de savoir si elle doit lui faire confiance ou le craindre. Est-ce que j'ai toujours l'air d'un zombie pour toi? Demande-t-il d'un ton indéchiffrable. Ses pensées intérieures sont conflictuelles. Il est méfiant. Quelque chose cloche, c'est sûr. Mais, il n'y a aucune chance qu'un zombie risque sa vie pour protéger sa fille. Elle prend sa décision. Je te le permets. Entre, dit-elle enfin en lui tournant le dos. Mais je vous surveillerai, monsieur l'expert. À l'intérieur du marché, le soldat scrute les environs du regard. Sa présence est imposante. Elle se tourne vers les civils. Ça va? Demande-t-elle. Soudain, un soldat crie. KUH. L'un d'eux est blessé et gît au sol, gémissant. La voix du capitaine est froide et ferme. En cas d'urgence, les civils doivent évacuer immédiatement. Tout le monde n'a-t-il pas été formé à le faire? Elle s'approche, la fureur dans la voix. Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait? Les hommes regardent vers le bas, coupables. Nous avons paniqué. Si ce monstre n'avait pas été arrêté, murmure l'un d'eux, tout le monde dans le marché serait mort. La voix du capitaine devient d'un calme mortel. Si cela se reproduit, ce ne seront pas des zombies qui vous tueront. Ce sera moi. Oui, dame, crient les soldats, visiblement secoués. L'une d'elles marmonne en s'éloignant. Reposez-vous bien, capitaine. À l'intérieur du centre commercial, le chaos s'est apaisé. La scène paraît presque paisible comparée au cauchemar extérieur. Les survivants se rassemblent, les enfants s'accrochent à leurs parents et des murmures résonnent. Dieu merci, murmure quelqu'un. Assis parmi eux se trouve notre protagoniste, sa fille blottie contre lui. Quoi? C'est quoi ce regard? Demande-t-il à une femme assise en face d'eux. Tu as menti avec tant d'audace, le gronde-t-elle. Mon cœur a presque explosé en pensant que tu ferais une erreur. Elle me lance un regard noir. Elle n'est pas du genre à se laisser prendre au bluff. Et elle ne sortirait pas une arme sans réfléchir non plus. Il rit. Tu la connais? Non. C'est juste comme ça que ça paraît. Sa fille le regarde avec curiosité. Quoi, papa? Tu sais ce que signifie bluffer? Où as-tu appris ce mot? Demande-t-il en retour. De ma fille? Je ne t'ai jamais appris ça, répond-elle. Tu l'as fait, dit-il avec un doux sourire. En fait, tu m'as beaucoup appris.
Coupure vers un souvenir. Un moment paisible au coin d'un feu de camp, au clair de lune. Rire, histoire, survie. Sa fille, autrefois protégée, lui avait appris à redevenir humain. De retour au marché. « Attends ici », lui dit-il. « Papa t'apportera quelque chose à manger. » Alors qu'il s'éloigne, elle l'appelle doucement. Alors que le père se dirige vers les stands de nourriture, sa fille le regarde partir, l'inquiétude scintillant dans ses yeux. Des flashbacks tourbillonnent dans son esprit, des moments où elle a été témoin de ces transformations effrayantes. Elle saisit une cuillerée de curry et murmure. « Tu sais, à propos de ton changement. » Coupure vers un souvenir vif. Sa main se tend, lui offrant à manger. La scène est chaleureuse, ensoleillée, complètement différente du chaos sombre du présent. « Promets-moi. » avait-elle dit en levant une cuillère. « Tu ne diras à personne que tu as changé. » Elle le regarde sérieusement. « Si les gens le découvrent, ils pourraient vous faire du mal. » La voix de la jeune fille est sincère, tremblante. « Promets-moi que tu garderas ce secret. » Elle croise son regard. « Bien. » De retour dans le présent, la voix intérieure de son père raconte. Danny a raison. Il regarde autour de lui dans le marché animé, où les gens se rassemblent étroitement, comptant les uns sur les autres pour leur soutien et leur sécurité. Si mon identité est révélée ici, les gens seront pris de panique. Il lui crie. Papa. Papa est de retour. Puis il a découvert qu'elle dormait par terre. Au milieu des décombres et du chaos sanglant du supermarché, l'homme s'agenouille près de sa fille, le corps inerte dans ses bras. Sa chemise est déchirée, maculée de sang, mais son attention est concentrée sur elle. Il la serre fort, tremblant, la douleur et la confusion le submergeant. Mais pourquoi? Ses pensées tourbillonnent. Quelque chose ne va pas, vraiment pas. Nous passons à son monologue intérieur, inquiétant et lourd. Les zombies apparaissent par étapes, beaucoup plus rapidement qu'avant. Son esprit s'agite lorsqu'il se souvient des chiffres accablants. Plus d'une centaine de zombies à la porte, et des mutants, après seulement une semaine. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. C'est sans précédent. Jamais au cours de mes 99 vies. Tout est différent maintenant. Quelque chose s'en mêle, quelque chose a changé. Il jette un nouveau coup d'œil à sa fille, allongée inconsciente à côté de lui. Cela revient à tout transformer en une variable. Une pensée horrible traverse son esprit, résonnant en lettres rouges sang. Pourquoi les zombies changent-ils? Et puis, avec une clarté effrayante, il réalise. J'ai une idée? Moi? La scène se transforme en un paysage urbain sombre et inquiétant, sous le clair de lune. Les morts-vivants grouillent sans relâche. À leur mouvement, il sait. Je le sens. Il me cherche. Dans les bois à l'extérieur de la ville, les zombies se regroupent de manière anormale, attirés par un seul point comme des papillons de nuit par une flamme. Ils veulent ma mort et celle de ma fille. Qu'il s'agisse de rage, d'instinct ou de quelque chose de plus sinistre, leur comportement est indéniable. Je ne peux pas dire si notre existence les dérange, ou s'ils nous craignent. Mais quelque chose ne va pas. À travers les yeux rouges brillants de l'infecté, ils le voient clairement maintenant. Pour eux, je suis aussi une variable. Soudain, quelque chose change. Une voix perce l'obscurité. Donc, tous les zombies de cette zone sont rassemblés ici? Une nouvelle silhouette s'avance grande, musclée, calme face à la folie. Bon travail. Il resserre sa prise sur l'échelle dans sa main. Je n'aurai plus besoin de regarder autour de moi. Il scrute la horde de zombies devant lui et sourit. Quoi? Dépêchons-nous et commençons. Élevant l'échelle comme une arme, il ajoute avec une froide confiance. Avant que ma fille ne se réveille, je dois cuisiner. Et puis, le chaos. Avec une force explosive, il charge la horde, l'échelle se balançant comme un marteau de guerre, écrasant des crânes et des membres à chaque coup. Boum. Caf. Les corps volent, le sang éclabousse et sa fureur s'intensifie. Les zombies tressaillissent violemment tandis que son œil rouge brillant s'active, débordant de puissance. D'un bond puissant, il s'écrase d'en haut, délivrant un coup si puissant qu'il envoie des ondes de choc à travers le champ de bataille. Du sang de zombies violets jaillit sur le sol de la forêt. Mais alors même que les monstres tombent, de nouveau surgissent, des créatures grotesques et tordues, dotées d'une vitesse et d'une force surnaturelles. Il ne bronche pas. Il se tient debout au milieu du carnage.
Pour sa fille. Pour la survie. Pour se venger. Une lumière aveuglante traverse le chaos, une énergie bleue déchire l'air tandis que le père se lance hors du bâtiment comme un coup de foudre. Il s'écrase au sol avec une force explosive, fissurant le trottoir sous lui. Son corps bouge comme une arme, fluide, brutale, imparable. La horde réagit trop tard. En un instant dévastateur, il plonge en eux comme une lame à travers la chair. Les membres volent, les têtes claquent, les monstres tombent. Le vieil homme, autrefois fragile, dégage désormais une puissance terrifiante. Il frappe le sol de ses 2 poings. Une onde de choc énergétique éclate, déchirant les morts vivants comme du papier pris dans une tempête. Des dizaines de zombies se désintègrent dans l'explosion, leurs restes carbonisés se dissolvant dans le vent. Son visage est un portrait de colère et de tristesse. Un monstre taché de pourpre se jette sur lui, mais il pivote et lui assène un coup écrasant. Claqué. Le corps de la bête se tord violemment avant d'être projeté dans un tas de ses frères. Le vieil homme ne s'arrête pas. Il déchire, frappe, jusqu'à ce qu'il ne reste que silence et ruine. Du sang coule de ses bras tandis qu'il respire lourdement, ses yeux brillants ne clignant jamais. L'instant suivant, la lumière du jour se fait jour. Un soleil doux et apaisant baigne les rues devant le supermarché. À l'intérieur, la fille s'agite dans son lit. Enveloppée dans des couvertures, elle s'étire et grimace légèrement de douleur. Elle est vivante. En sécurité. Elle lève les yeux et voit son père sourire doucement, lui tendant un plateau de nourriture chaude. « Tu es réveillée, chérie » dit-il doucement. Elle cligne des yeux. Il lui offre une assiette, du riz et des crevettes soigneusement disposées, avec un cœur de ketchup sur le dessus. « Tiens, mange » dit-il. « Tu dois avoir très faim, non ?» Elle prend la nourriture avec un sourire et un doux « MHM ». La scène se déroule dans un avant-poste militaire. À l'intérieur, une conversation tendue se déroule. « Tu te moques de moi » grogne le capitaine. « Non, madame. »« C'est vrai » crie un soldat. Les bruits assourdissants qu'on a entendus hier soir, tous les zombies du coin ont été retrouvés morts. Quoi ? Le capitaine claque la table. Une image de flashback montre une montagne de cadavres mutilés. Ils se sont battus à mort ou quoi ? Non. Je l'ai vu de mes propres yeux, c'était juste une personne. Silence. Les yeux du capitaine s'écarquillent. Tous ces zombies, anéantis en seulement 4 heures. Elle plisse les yeux. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Puis, elle réalise quelque chose. Son expression se durcit. Rassemblez tout le monde. Capitaine ? À partir de ce moment, nous commençons notre opération. Pour échapper à Hamart. Alors que la poussière retombe après le récent chaos, un calme étrange envahit les rues. Les gémissements autrefois bruyants des morts-vivants se sont éteints. Un survivant, stupéfait, regarde par la fenêtre, sans voix. Waouh ! C'est réel, halète-t-il. Les zombies ont disparu, plus un seul en vue. Les gens se rassemblent, confus mais pleins d'espoir. Ont-ils tous vraiment disparu ? L'excitation monte rapidement. La joie éclate parmi les survivants qui crient « Tous les zombies sont partis, et on est en sécurité maintenant ». Mais au milieu des acclamations, notre protagoniste reste vif. Il s'agenouille devant sa fille, Dami, et lui ordonne fermement « Écoute-moi bien. Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas enlever ce casque. Tu l'as. » Dami hoche la tête, un peu confuse, et répond « À plus tard ?» Soudain, une sirène retentit. L'armée arrive et diffuse un message « Ce matin, pour des raisons encore inconnues, nous avons confirmé que tous les zombies de la zone ont été éliminés. » Un chœur de voix crie de joie « Nous sommes sauvés. » L'armée poursuit « Nous allons quitter cet endroit maintenant. » Cette déclaration suscite instantanément l'inquiétude dans la foule. « Partir » murmurent certains. Si les zombies sont disparus, pourquoi partir ? Le capitaine Chat explique « Il y a 3 jours, le contact avec une unité amie, la 2e brigade d'infanterie mécanisée, a été perdu, mais ils ont reçu un message plus tard. Cette unité avait survécu et avait créé une nouvelle base d'évacuation. Et surtout, elle était prête à accueillir des civils. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Un homme hurle « Vous voulez qu'on parte sur la foi d'un simple appel radio ? C'est du suicide. » La tension monte, mais le capitaine Chat garde son calme. Elle déclare « Je sais mieux que quiconque qui était à l'autre bout du fil.
Un flashback révèle un homme redoutable aux ailes bleues luisantes, celui qu'on appelle le Faucon Bleu. Elle affirme fermement, si c'est cette personne, je lui fais entièrement confiance. Mais la foule n'est pas unie. Vous voulez qu'on risque tout sur la base d'un appel d'il y a 3 jours? Les disputes s'enflamment. Certains veulent rester. Si les zombies réapparaissent, on ne tiendra pas. Les zombies reviendront. Au milieu du chaos, notre protagoniste s'avance. Les zombies reviendront, dit-il avec une assurance sereine. Si tu restes ici, tu te mets sur un plateau. Ces paroles réduisirent la pièce au silence. Des visions des horreurs qu'il avait vues lui traversèrent l'esprit. Tu appelles ça vivre? La salle est divisée, mais son autorité est indéniable. La foule écoute. Si nous partons, nous survivrons peut-être, dit-il. Mais si nous restons, ce ne sera pas le cas. Lorsqu'on lui demande quelle garantie il peut offrir, il répond simplement, je ne peux rien garantir. Mais laissez-moi vous poser une question, voulez-vous survivre sans l'aide des soldats? Est-ce possible pour vous? Un silence tombe sur la foule. Puis, un à un, les gens commencent à acquiescer. Le capitaine Chat a raison. Faisons confiance aux soldats. Suivons-les. Le capitaine Chat observa la scène avec stupéfaction. En un instant, et sans effort, il changea l'opinion de tous. Elle le fixe du regard, essayant de comprendre. Qui est ce type? Le protagoniste dit simplement, pas besoin de me remercier. J'ai l'habitude de convaincre les gens, dans les situations difficiles. Mais il ne s'agissait pas seulement des autres, il s'agit aussi de protéger ma fille et moi-même. Le capitaine Chat lui tend la main. Si c'est vous, capitaine, je sais que vous y arriverez. Sa réponse n'est pas forte, mais la détermination dans ses yeux en dit long. Une escouade de soldats se prépare à l'entrée du hall. La capitaine s'avance, portant un haut-parleur à sa bouche. Sa voix retentit de conviction. Moi, Chayeri, je veillerai à ce que chacun d'entre vous en sorte vivant. L'évacuation commence. Une flotte de bus et de véhicules militaires traverse la ville, tendue et gardée par des troupes armées. À l'intérieur, les civils sont assis en silence, la peur au visage. Des soldats accompagnent le convoi, fusils pointés vers l'extérieur, scrutant les routes. Ouf! Souffle-t-on en regardant la ville défiler. Alors qu'ils traversent le fleuve Han, l'ambiance est tendue. Retraverser le fleuve Han après tout ce temps, ça fait bizarre, murmure un soldat. Le capitaine, regardant par la fenêtre, chuchote, ce n'est que le début. Soudain, Sergent Shine. Un cri brise le calme. Du bord du pont, une nuée de zombies grotesques s'abat sur eux en une vague tonitruante. Le sol tremble sous leur poids tandis qu'ils bondissent en avant, grinçant et rugissant. Zombies repérés. Opération commencée, crie Chayeri. Elle se tourne vers son peuple. Civil. Allez à droite. Nous allons à gauche. Alors que le chaos éclate, la narration coupe court à la panique. Premier trait des zombies. Leur ouïe est plus sensible que leur vue. Les soldats lancent des caisses de canettes et de bouteilles d'eau bruyantes depuis les bennes des camions, le fracas attirant les zombies comme des papillons de nuit vers les flammes. Ça marche, ils suivent le bruit. Ça a marché. Ils commencent à nous suivre, s'exclame un soldat. Gardez vos distances et ne les laissez pas vous rattraper, ordonne le capitaine. Mais, capitaine, il y a trop de zombies maintenant. Alors que les infectés se rapprochent, elle lance un appel sec, direction le pont Seongsan. L'équipe se dirige vers la structure, des dizaines de zombies toujours à sa poursuite. Deuxième trait des zombies. Quelle que soit la situation, ils chargent toujours directement sur les humains. Elle chronomètre avec précision. Maintenant, crie-t-elle. Le convoi quitte le pont à un moment précis, entraînant les infectés dans une impasse. Les zombies tombent en masse dans l'eau, hurlant et s'agitant, trompés par leur propre instinct. Troisième trait des zombies. Leur arrière est leur point faible. Alors que les zombies restants continuent la poursuite, un rugissement puissant déchire l'air, rouleau compact arrive. Avec une force brutale, un rouleau compresseur massif écrase la dernière vague d'infectés. L'allié du capitaine, le visage déterminé et la voix tonitruante, commande l'attaque avec une détermination inébranlable. Du sang et des éclaboussures jonchent le trottoir tandis que la machine avance. Et juste comme ça, le silence. Alors que l'immense horde de zombies charge les soldats,
une nouvelle arme de destruction fait son apparition, un rouleau compresseur, surnommé le « roi » des engins de chantier. Le personnage principal, désormais confiant et serein, fonce à travers la horde avec une force brutale, écrasant des dizaines de zombies sous son poids immense. Sang et membres se dispersent tandis que l'engin, invincible, avance, ouvrant la voie au convoi. Les zombies sont déchiquetés et l'équipe prend le dessus. Coups de feu et sang emplissent les rues tandis que le groupe avance derrière le rouleau compresseur. Le protagoniste affiche un visage calme et concentré, il maîtrise parfaitement la situation. Le convoi, comprenant les bus rouges et les véhicules de soutien, suit de près. Les soldats crient, organisant leurs mouvements, « Repliez-vous derrière moi ». Le rouleau compresseur fonce à travers la vague de zombies, permettant à tout le monde de s'échapper. Un gigantesque zombie mutant s'élance, mais il est instantanément écrasé sous l'engin. Finalement, l'équipe perce les lignes ennemies et atteint la route. Un moment de paix s'installe tandis que le convoi s'engage sur une longue route forestière. La scène suivante montre les soldats sur le rouleau compresseur, acclamant « On a réussi ». Ils sont arrivés à un bastion militaire, la 2e brigade d'infanterie mécanisée, un point de contrôle clé sur leur route vers Dajon. C'est un lieu qui a survécu longtemps dans la vie passée du protagoniste grâce à un commandement fort. Même si les progrès actuels sont impressionnants, atteindre le point de contrôle en seulement 8 jours, le protagoniste sait qu'il n'est pas temps de relâcher ses efforts. Il réfléchit à son objectif, il doit s'en tenir aux itinéraires qu'il sait sur de ses vies passées. Il pense à Dami, sa fille, et à la nécessité de ne pas agir avec imprudence, quelle que soit sa puissance. Tandis que d'autres le félicitent, « C'était incroyable, monsieur l'expert ». Les soldats expriment leur joie de l'avoir dans l'équipe. L'un d'eux dit, « Franchement, j'étais inquiet, mais vous nous avez sauvé la vie ». Il plaisante en disant qu'il a dû travailler dans le bâtiment, mais il répond simplement qu'il a appris. Plus on en sait, plus on survit. L'atmosphère se détend brièvement, jusqu'à ce qu'un soldat entende quelque chose de suspect et crie « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Ferme-la, suggérant que de nouvelles tensions pourraient se développer. À la base militaire, la capitaine Chayeri est accueillie par le sergent Liinui, qui lui annonce qu'ils l'attendent. Quelque peu surprise, elle demande s'ils la connaissent déjà. Le sergent explique que le colonel Cha les a informés de l'arrivée prochaine d'une personne de son calibre. Le capitaine Cha, intrigué par l'accueil chaleureux, murmure, incrédule, que le colonel ait réellement dit cela. Mais il s'avère qu'il l'a qualifié des « officiers têtus », qui feraient assurément sensation. Alors que cette conversation se déroule, le capitaine regarde autour de lui et pose une question pressante, « Où est le colonel Cha maintenant ?» L'un des officiers répond nonchalamment que le colonel se trouve actuellement à la porte arrière parce que des zombies y sont apparus. Le visage du capitaine se raidit sous le choc, est-il vraiment allé là-bas en personne? Avec des troupes? Non, répond l'homme en souriant, pas ça. Il révèle ensuite calmement quelque chose d'encore plus choquant, le colonel est parti seul. La narration passe à une séquence dramatique, 35 minutes et 27 secondes se sont écoulées depuis le départ du colonel. Nous sommes transportés à la porte arrière où un homme imposant et costaud se tient au milieu d'un amas sanglant de zombies mutilés. Il s'agit du colonel Chapingo, surnommé le légendaire « Faucon bleu ». Il vient d'établir un nouveau record en éliminant la menace zombie, et ce, plus rapidement que jamais. Couvert de sang mais affichant un sourire confiant, il plaisante en disant que les haches sont toujours plus efficaces que les armes à feu. Il y a quelque chose de primitif et d'exaltant à trancher des zombies lui-même. Ses prouesses physiques sont inégalées et sa réputation ne fait que grandir. Bien qu'un soldat lui rappelle nerveusement d'utiliser une arme la prochaine fois pour éviter d'être mordu, le colonel rit de bon cœur. Mordu? Moi? Vous plaisantez? À son niveau, il perçoit ces créatures, il connaît leurs capacités et leurs faiblesses au combat. Son expérience lui permet de les éliminer avec efficacité et précision. Se moquant des autres, il les traite d'inutiles avec leurs compétences pathétiques et prétend qu'il ne ferait que les gêner. Même s'il grimace à cause de douleurs articulaires, il hausse les épaules, affirmant que l'âge n'épargne personne. Puis, remarquant un zombie particulièrement imposant et mutant qui approche, il sourit. La silhouette monstrueuse s'avance vers lui avec un grognement guttural, une menace réelle. Mais le colonel ne bronche pas. D'un coup rapide, il anéantit complètement le zombie dans une gerbe de sang et d'os. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre arrive sur les lieux, Ryu Minsok, un civil venu avec le capitaine Chayeri. Il explique qu'il est au courant de la crise des zombies et qu'il pensait pouvoir apporter son aide. Cependant, un flashback inquiétant révèle Ryu, enveloppé d'un voile rouge sang,
frappant brutalement un soldat avec une force terrifiante. Quelque chose cloche chez lui. Juste à ce moment-là, Ryu frappe à nouveau, cette fois en vrai. Avec une vitesse fulgurante et une force terrifiante, il assomme un soldat. Les troupes à proximité crient d'alarme, paniquées par l'attaque inattendue contre ce qu'elles croient être un civil. Que se passe-t-il? On ne peut pas attaquer des civils comme ça, s'écrie l'un d'eux, choqué. Mais l'expression d'un autre soldat révèle une toute autre histoire. Ses yeux s'écarquillent et il ne parvient qu'à dire. Quoi? Le colonel Chapingo, le Blue Hawk lui-même, venait de balancer sa hache sur l'homme comme s'il s'agissait d'un monstre infecté, sans hésitation, sans pitié. Pour les survivants effrayés, il semble que Minsuke ait finalement craqué, comme s'il était devenu fou. Mais alors? Bruit. La hache ne touche pas. Elle s'arrête en plein mouvement. Minsuke le tient. D'une seule main. Des halètements résonnent de toutes parts. Attraper une arme comme ça, à cette vitesse, ça aurait dû lui briser les os. Mais son bras ne tremble même pas. Les yeux du colonel Pingo se rétrécissent. Son sourire serein disparaît. Il recule légèrement mais suffisamment pour montrer la vérité. Il a peur. La voix glaciale, le colonel donne l'ordre. Alerte rouge. Maintenant. Les soldats environnants se figent. Il n'avait jamais dit ça d'un seul homme auparavant. Cette chose devant moi n'est pas humain. Mais Minsuke ne bronche pas. Il sait qu'il est inutile d'essayer de tromper quelqu'un comme Pingo. Il ne peut pas se sortir de cette situation en bluffant comme il l'a fait avec les autres. Alors il joue différemment. Il commence par quelque chose que seul le colonel lui-même reconnaîtrait. Il dit son nom complet, officiel et précis. Pas le titre. L'homme? Cela arrête Pingo dans son élan. Et avant que le poids de ce moment ne puisse s'installer. Fissure. Minsuke resserre son emprise. La hache, l'arme de Pingo, se brise dans sa main. Des éclats pleuvent à ses pieds. Ils n'auront pas le contact visuel. Il n'élève pas la voix. Je veux rester ici. C'est tout ce qu'il dit. Mais le message est clair, il ne m'en dit pas. Il n'explique rien. Il revendique sa place. Il sait exactement à qui il parle. Et il sait qu'avec Pingo, les mots ne signifient rien. S'il veut faire ses preuves, il devra le faire dans la seule langue que le colonel respecte. Un combat.